Attendre, nous prenons le premier arrêt de ce programme qui concerne donc le sujet ayant trait à cette autre prorogation de mandat de députés mais également des conseillers municipaux au Cameroun. Une prorogation de 3 mois décidée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Une certaine opinion pense que le RDPC est en train de confisquer le calendrier électoral. Nous allons examiner cette affaire. Je commence par vous, Joseph-Marie Elundu. Quel est de manière générale le commentaire et l'analyse que vous posez au moment où le président de la République vient à nouveau de proroger le mandat des élus du peuple? Je veux dire simplement que sur un plan, je crois, légal, le président de la République a le droit. Les textes le lui permettent. Donc on ne peut pas, pour l'instant, l'accuser de confisquer quoi que ce soit, parce qu'il joue avec les textes. Il joue avec les textes. Oui, c'est les textes. Je souligne jouer. Oui, c'est les textes qui l'aident à gérer les situations assez complexes que nous vivons en ce moment. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sortons d'une élection présidentielle lourde, qui a été vraiment porteuse de beaucoup de risques sécuritaires, risques politiques majeurs. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie, il y en a qui ont perdu leurs affaires, etc. Et on a également observé que le score du président de la République n'était pas celui que nous connaissons d'habitude. Donc on peut aussi dire qu'il y a des risques de force, tout au moins de désintégration progressive de son électorat et de son parti. Sans que vous ajoutez à ça les questions financières, je pense qu'il y a suffisamment de raisons objectives pour que le chef de l'État prolonge ce mandat. Sauf que pour moi, mon sentiment est que l'analyse que je fais du système aujourd'hui, c'est que ce sont en fait, ça reflète la fin d'un système. Comme je le dis toujours, qu'il faut revoir et corriger. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des élections dans chaque région du Cameroun, par exemple? Pourquoi les élections doivent être attachées à un homme, alors que nous avons des régions, nous avons des présidents, Est-ce que ce n'est pas possible de faire qu'on se donne un délai de 3 mois pour que toutes les régions puissent faire les élections, par exemple? Ah, mais je ne comprends pas très bien. Je veux dire que la loi veut que l'on fasse des élections législatives et municipales partout, en même temps, le même jour. Oui. Alors, est-ce que, je pose la question, nous sommes dans la progression, la décentralisation, la rationalisation de la vie politique, les réalités que nous traversons, financières et autres. Est-ce que c'est nécessaire que les élections municipales, par exemple, se tiennent dans tout le pays le même jour? Et pour quelle raison? Attendez un peu. Ouais. Est-ce qu'il faudra comprendre par là qu'il y aura également plusieurs élecams? Chaque région aura Non, un élecam. mais ce n'est même pas impossible. L'élecam peut... Vous parlez de lourdeur, entre guillemets, tout à l'heure. Est-ce que ce ne sera pas plus lourd Non, justement. et plus contraignant? Nous sommes dans le processus de décentralisation. On peut le faire, à mon humble avis, à tous les niveaux. Parce que... Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un risque du côté, par exemple, de la Damawa, le mandat des élus de ce côté s'achève en janvier 2027. Du côté de l'extrême nord, lui s'achève en mars 2028. Ça pose... un désordre. Je vous dis, nous pouvons caler ça dans un délai. On dit, nous avons 3 mois pour organiser les élections municipales dans le Cameroun. Et c'est un délai de 3 mois. Tel que c'est organisé en ce moment, ça vous crée quel souci? Mais la preuve, vous voyez qu'on reporte sans arrêt. Vous voyez que c'est des lourdeurs qui sont liées au fait que le modèle ne peut plus soutenir l'écosystème qui se développe en ce moment. Un écosystème où la sécurité, où l'argent, où en fait même, l'une des choses qu'il faut dire, c'est que ça permet au président de la République et à son parti de se refaire une santé, de se remobiliser, de se remettre en ordre de bataille. Moi je dis et je répète. Et ce sera pour chuter. Et je répète que le système politique, le modèle que nous produisons aujourd'hui, qui est hyper centralisé, qui est lourd, qui dépend d'une personne. C'est-à-dire c'est le président Biya qui fait tout, qui décide de tout, ne peut plus prospérer dans notre pays.
C'est compris, Joseph-Marie Elundou. J'aurais pu donner la parole à quelqu'un d'autre, hein, mais je donne d'abord au politologue, parce que Joseph-Marie Elundou est en train de faire une proposition forte ce matin. Mathias et Eric Owodangini, quel est le regard que vous faites sur cette proposition de Joseph-Marie Elundou? Probablement que cela ferait en sorte que nous ne soyons pas toujours coincés et que nous ne soyons pas toujours attirés à proroger de manière, selon certains, désordonnée la tenue d'élections municipales et législatives au Cameroun. Merci de me donner la parole. Il y a un cadrage national des processus électoraux. Parce que la collectivité que nous appelons la République du Cameroun est un ordre politique unifié. Bien entendu, on doit tenir compte de ce que dans les processus électoraux, il existe des élections locales qui permettent donc de construire la légitimité des représentants au niveau local, particulièrement au niveau des municipalités, mais aussi au niveau des régions. Comme il y a donc le cadrage national, il y a une obligation de faire ça dans une temporalité unique. Parce que l'un des effets pervers, c'est-à-dire l'une des conséquences qu'on peut n'avoir pas prévues, si on choisissait la formule que M. Elundou propose, c'est que chaque entité municipale se considère comme un tout autonome, pour ne même pas dire à la limite indépendant. Il y a ce cadrage. Maintenant, si vous permettez, je reviens un peu sur le cadre général de ce qui se dit. Dans la situation, il ne faut pas oublier une chose. Le président Paul Biya a plusieurs statuts. Il est le président de la République. Et en fonction de notre ordre institutionnel et constitutionnel, il est chef de l'État. Ça veut dire que c'est l'autorité la plus importante de l'ordre étatique, même si ce n'est pas la seule. Mais, en même temps, le président Biya est aussi un personnage politique. C'est un chef politique. Il s'agit donc pour lui de combiner des exigences qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. Les exigences qui sont les exigences de chef de l'État et les exigences qui sont les exigences de chef politique. Et M. Elundou lui-même a dit, il a donné un certain nombre de raisons qui sont tout à fait fondées, qui peuvent susciter le report de ces élections. L'élection présidentielle a créé beaucoup de tensions et a laissé des cicatrices. Et ces cicatrices ne sont pas de petites cicatrices. Ça pose même des problèmes un peu plus profonds, mais que nous n'avons pas le temps de régler ici. Est-ce qu'il est même établi vraiment que la technologie électorale peut résoudre tous les problèmes d'une société comme le Cameroun? Est-ce que cette technologie-là ne peut pas aussi créer des problèmes? Qu'est-ce que vous entendez par technologie électorale? Mais c'est l'ensemble des pratiques et des procédures par lesquelles on organise les élections et il y a une communauté qui choisit ceux qui vont la représenter dans les différentes instances. Les municipales ici, l'Assemblée nationale ou le Sénat là-bas, les conseils régionaux. Alors, professeur, gardons le microphone. Hein. Ne quittons pas d'abord les raisons qui auraient poussé le président Paul Biya à proroger pour une deuxième fois le mandat des députés et des conseillers municipaux au Cameroun. Lui-même a parlé lors de son dernier discours des contraintes impérieuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contraintes impérieuses? Il y a d'abord des contraintes financières. Il n'y a pas de l'argent au Cameroun? Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de l'argent. C'est qu'un État et des responsables d'État doivent arbitrer entre différentes exigences. Parce que tous les secteurs de la vie ont besoin d'être financés. Et il se peut que l'ensemble des moyens globaux que nous ayons ne puissent pas permettre de financer efficacement tous les secteurs. Donc, un dirigeant a toujours des contraintes financières. Ce qui est valable pour un chef d'État peut même être valable dans un autre niveau pour un chef de famille. Vous avez la contrainte de donner à manger à votre famille, vous avez la contrainte d'acheter des habits, vous avez la contrainte de prendre en charge la santé, puis maintenant il faut peut-être construire un domicile au village ou alors une maison pour ne plus louer, ainsi de suite.
Et vous n'avez pas toujours les ressources pour faire tout cela en même temps. Entre-temps, est-ce que ce n'est pas chez vous qu'on dit, professeur, que gouverner, c'est prévoir? Vous parlez maintenant de contraintes financières. Est-ce que l'élection municipale et législative est en train de surprendre le président de la République? Non, allons d'abord au bout des contraintes. Vous allez poser votre question. Allons-y. Il y a les contraintes financières. Il y a les contraintes sécuritaires. Les contraintes sécuritaires qui résultent de deux choses. D'abord, nous avons toujours certaines régions qui sont en tension forte. Parce qu'en réalité, là-bas, il y a une infra-guerre. Ce n'est pas la guerre. Cette tension existe depuis une dizaine d'années. Oui. Mais et les élections, c'était... Elles sont contraignantes. Je n'ai pas dit que comme la tension existe, il n'y aura pas d'élection, puisqu'il y en a toujours eu. Mais c'est un élément qu'il faut intégrer. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. Et cet argent que ça coûte, c'est un argent qu'on ne peut pas mettre dans les autres affaires publiques. Il y a la contrainte sécuritaire, et M. Elundo l'a dit implicitement, qui est née de la dernière élection. Vous avez vu qu'il y a eu des forces politiques et sociales qui ont essayé de contester le processus et le résultat en installant la violence pour essayer de remettre en question le processus. Il y a maintenant des contraintes politiques. Il y a des contraintes politiques parce que, précisément, le type de système institutionnel, le système politique que nous avons, ne fonctionne que si il a une stabilité forte. Et pour qu'il ait une stabilité forte, et comme ce système-là inclut justement des élections, dont la représentation, il faut que celui qui domine les institutions politiques ait donc une légitimité électorale forte. Et à la limite, la légitimité basique, c'est-à-dire 50 plus 1, ne suffit pas. Il faut une légitimité hégémonique, c'est-à-dire un score qui est peut-être de l'ordre entre 70 et 90%, ce qui crée des contraintes pour le système. Parce que quand vous recréez dans la légitimité hégémonique, il y a une menace que le système de multipartisme redevienne en fait le parti unique. Mais en même temps, si vous avez 50%, paradoxalement, on considère que vous n'êtes pas assez fort. Vous voyez donc les contraintes qu'il y a. Et la dernière élection présidentielle a attaqué la position hégémonique du président Paul Biya, parce qu'il n'a pas eu les scores relativement ou significativement élevés qu'il a eu. En français facile, cela signifie donc que le président est en train de tailler le calendrier électoral pour ses propres intérêts. Il ne taille pas le calendrier électoral pour ses propres intérêts. Il mobilise la Constitution, parce qu'il y a ce qu'on appelle les usages du droit. C'est-à-dire que le droit vous donne des degrés de liberté. C'est-à-dire le droit vous donne des possibilités que vous pouvez utiliser. Et vous avez beau dire ce que vous avez beau dire, je vous ai bien signalé le problème. C'est-à-dire qu'il y a le président de la République. Et il y a le chef politique. C'est ce que je suis en train de dire. Entre les contraintes. Donc le président a compris qu'en l'état actuel des choses, s'il organise une élection, il est fort possible qu'il n'ait pas une bonne majorité, c'est ça? Il peut l'estimer. Il peut l'estimer. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça qui a prévalu dans l'orientation qu'il donne. Mais il peut l'estimer. C'est-à-dire que c'est une possibilité. Merci, professeur, pour cette prise de parole. Donnons la parole à un membre de l'opposition, à Dieudonné Chi du SDF. Dieudonné, quel est le regard du côté du Social Democratic Front sur cette autre prorogation des mandats des députés, mais également des conseillers municipaux? Est-ce que vous parlez également, comme certains, que le RDPC est en train de confisquer ce calendrier électoral? Effectivement, ce calendrier électoral est confisqué. Là n'est pas le débat. Le problème, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est confisquée. Elle est confisquée à cause du système politique. Donc, nous nous sommes donnés pendant des années. Nous avons un système politique présidentiel, dit rationalisé, qui est calqué sur un régime présidentiel. Un régime qui donne l'essentiel du pouvoir au président de la République. Et ce système politique est soutenu par le fait majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Le fait majoritaire, c'est quoi? C'est quand le parti qui gouverne, qui gère l'exécutif, a la majorité des représentants au niveau du pouvoir législatif. Et du coup,
ces représentants venant de ce parti ne se voient plus comme ceux-là qui sont censés contrôler l'exécutif, mais se voient comme un soutien pour l'exécutif. Donc ce qui fait que ça crée ce qu'on appelle l'opposition parlementaire, qui est dans ce cas dans une position marginale, avec une très petite représentation de partis à l'Assemblée nationale qui ne sont pas du parti au pouvoir ou les alliés au parti au pouvoir. Donc, quand il y a des situations comme ça, le président de la République est suffisamment renforcé pour faire ce qu'il veut à n'importe quel moment. Et parce que l'Assemblée nationale lui procure un régime, c'est-à-dire les lois sur lesquelles il doit agir. La Constitution. Il faut aller un peu dans le passé pour voir comment le Sénat a été mis en place. Dans la Constitution, on avait dit que les institutions seront mises en place de manière progressive. Et que si le Sénat est mis en place avant les régions, son électorat serait essentiellement les conseillers municipaux. Mais pourquoi est-ce qu'on a créé toutes ces dispositions? Logiquement, il fallait mettre en place tout le corps électoral du Sénat. Si on veut vraiment de la décentralisation, on devait aller de la base vers le haut à mettre tout le corps électoral avant de chapeauter avec le Sénat. Mais pour des raisons politiques qu'il n'explique à personne, il fait ses calculs avec son équipe, il a décidé de mettre en place le Sénat sans constituer l'essentiel du corps électoral du Sénat. Et c'est passé. Aujourd'hui, on parle de prorogation, on évoque des raisons que j'appelle des raisons fantaisistes. Ce sont juste les contraintes impérieuses. Non, ce contrainte ne veut rien dire. Le professeur a parlé, par exemple, des problèmes d'ordre financier. Le professeur a parlé des problèmes d'ordre sécuritaire. Le professeur a également parlé quand même des problèmes d'ordre stratégique sur le plan politique. Oui, je vais répondre. Ces contraintes, ce qui concerne le petit Camerounais, ce sont des contraintes fantaisistes. Ah bon? Ce qui se passe, c'est que le président de la République est en train de faire des calculs qui seraient favorables à lui-même. Et le professeur l'a bien dit, le président de la République, dans un système présidentiel, a besoin d'une certaine couleur institutionnelle qui lui permet de faire... Il a besoin d'une majorité forte. Oui, d'une majorité forte. C'est là même, et d'ailleurs le slogan du RDP, c'est chaque fois qu'on part aux élections locales, qu'on doit élire les représentants au niveau de l'Assemblée nationale, ils disent que le président de la République a besoin d'une majorité forte pour constituer ce fait majoritaire dont je vous ai parlé au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, allons-y donc voir les contraintes financières. Si le véritable problème était des contraintes financières, est-ce que vous savez que le bulletin unique en matière électorale est moins cher plus que les multiples bulletins? Mais nous refusons le bulletin unique. Mais le RDPC a refusé le bulletin unique. Juste parce que le bulletin unique renforce la transparence. C'est la transparence électorale dont ils ne veulent pas. Et ce n'est pas une contrainte financière. Si on parle de crise, la vérité est que les élections au Cameroun, chaque fois qu'on organise les élections, surtout les élections présidentielles et autres aussi, chaque fois qu'il y a ces élections, on parle de la paix. Il faut la paix. Il faut préserver la paix. On pêche la paix. Parce que organiser une élection au Cameroun, c'est comme organiser une crise et se préparer à la gérer. Mais on se demande la question, pourquoi est-ce que organiser un recrutement, par exemple, si le PDG d'Info-TV veut organiser un recrutement Info-TV devient une crise. C'est ce qu'on fait au Cameroun. Parce que les lois électorales sont façonnées de telle sorte qu'elles vont créer les crises. D'ailleurs, on a les histoires des victoires volées. Chaque fois qu'il faut aller à une élection, il y a un véritable débat au Cameroun sur le code électoral. On ne s'entend pas sur ceci, on ne s'entend pas sur ceci. Il n'y a pas un consensus sur la chose électorale. Donc chaque fois qu'on va vers les élections, les élections représentent une menace. Au lieu d'être un simple processus de recrutement politique, ça représente une menace. Il faut donc se préparer à gérer. Mes co-panélistes qui m'ont précédé l'ont souligné. Vous avez vu la crise post-électorale, les gens sont encore en prison. D'ailleurs, nous, SDF, on demande qu'on les libère, parce qu'il faut avancer. Les gens sont encore en prison. On a mis les policiers un peu partout dans les grandes villes. Vraiment, ça représentait une très grande menace. Mais ça ne doit pas être comme ça, les élections. Le moment où l'argument de la crise avait beaucoup compté, c'était avec la crise anglophone au nord-ouest et au sud-ouest, qui avait fait en sorte que c'était très très difficile de faire les élections là-bas. Et très récemment, ils ont fait les élections.
Nous, moi, j'ai toujours parlé des électeurs fantômes. Quand ils vous parlent de chiffres là, ces chiffres-là, ils ont fabriqué ça où? On ne sait pas où ils ont fabriqué ça. Mais avec cette crise anglophone, on a insisté à aller aux élections. On est allé à toutes les élections avec cette crise. Alors que c'était l'argument valable pour proroger les élections. Pourquoi faire? Entrer à résoudre la crise anglophone à fond. Mettre des conditions en place pour ce véritable débat qui va résoudre ce problème. Donc tous ces arguments qui sont mentionnés sont des arguments fantaisistes. Elles sont justifiées par des calculs politiciens qui participent à renforcer le président de la République et ses pouvoirs et le RDPC. Merci, Dieudonné Chi. Abel Elimi Lobé, ce n'est pas un débat. Pour l'instant, le président Paul Biya est dans la légalité. La loi fondamentale que lui-même a évoquée lors de sa dernière sortie lui donne toutes ses prérogatives. Oui, la loi dit qu'on peut proroger le mandat de ses députés, de ses conseillers municipaux, maximum de 18 mois. Alors, regardez un peu comment le président fonctionne. Il proroge un peu de 12 mois. Il revient un beau matin, il proroge de 3 mois. Il est fort possible qu'il revienne un autre matin, proroge d'1 mois. Est-ce que ça ne retrouve pas le vocable qu'a utilisé Joseph-Marie Lundu tout à l'heure, qu'il joue avec la Constitution? Je suis souvent embêté par des gens qui critiquent mais qui profitent de ce dont ils ne sont pas d'accord. Vous critiquez des choses, mais vous profitez quand même de ces choses-là. Vous ne refusez pas de profiter de ce qui est mauvais selon vous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on proroge les mandats. Pas du tout. On les a toujours prorogés. Et je suis un peu fatigué de voir que ceux qui ne sont pas d'accord avec la prorogation des mandats, ils continuent quand même à siéger, à tirer profit de cette prorogation. Bon. Et prendre j'ai été élu en 2013. Notre mandat devait être échu en 2018. En 2018, le chef de l'État a décidé de proroger les mandats des députés, des conseillers municipaux, conformément à la loi. Tout le monde qui s'opposait à ça, de tout le monde qui s'opposait à ça, je suis le seul à avoir démissionné. À la fin de mon mandat en 2018, j'ai écrit ma lettre de démission du conseil municipal de la commune de Douala 5 parce que je refuse la prorogation du mandat. Je ne vois donc pas quelle est la pertinence des propos de tous ceux qui critiquent le président, mais qui restent en place. C'est ça qui ruine la crédibilité de leur critique. Vous n'êtes pas d'accord. On dit que l'article 15 alinéa 4, en cas de crise grave, ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les députés eux-mêmes qui prorogent leur mandat. Pour le cas du Cameroun, il y a combien de députés RDPC? Il y en a 152. Et il y aura un autre son de cloche là-bas? Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que le reste qui n'est pas RDPC, qui n'aime pas la prorogation, qu'il vote contre. Qu'il vote contre. C'est une loi. Le mandat de l'Assemblée nationale est prorogé par une loi. Ce n'est pas Biya qui vote la loi. Biya demande, il consulte le bureau. Si le bureau est d'accord, le Conseil constitutionnel est d'accord, l'Assemblée siège. La session est déjà convoquée pour le mois de mars. Au moment où nous sommes assis ici, la session de consultation est déjà convoquée. J'attends que les 32
Les 28. Ou bien les 28. En potentiel, parce qu'il y a des morts. Bon, il y a des décédés. Les 28 restants de l'opposition, qu'ils votent contre. Ils n'ont jamais voté contre. Ensuite, s'ils votent contre, qu'ils démissionnent pour que leur mandat s'arrête. Et ils arrêtent leur mandat là. Qu'ils laissent l'Assemblée avec les 152 RDPC continuer. Pourquoi ils ne le font jamais? Parce que ça leur profite. Chaque mois que le président ajoute, c'est 1 million de francs de salaire. Pour les députés. D'accord? Le chef de cette disposition que nous venons de lire, elle ne donne pas au chef de l'État la durée le nombre de fois qu'on peut proroger. Tel que notre constitution est écrite, le président peut même demander la prorogation sur 5 ans. Mais il ne fait que demander. Il appartient aux députés eux-mêmes de dire non, nous on ne veut pas. Pourquoi ils disent oui? Et les gens, ils envoient les gens sur les plateaux de télévision. J'attends qu'eux aussi votent contre. Et le vote est public. Qu'ils votent contre, qu'ils disent que je ne veux pas la prorogation et ils démissionnent. Que Niger fasse pareil. Que Cabral Libi fasse pareil. Et les autres. À ce moment, leur critique sera crédible. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à dire que Biya gouverne mal, mais lorsqu'il pose les mauvais actes de gouvernement et que ça vous rapporte de l'argent, vous prenez. Moi, je suis parti. Je veux que tous ceux qui critiquent cette manipulation du calendrier refusent de tirer profit de cette manipulation du calendrier. Et enfin, vous allez chuter par là. La prorogation qui aura cours, parce que le décret n'est pas encore sorti pour les conseillers municipaux, la loi n'est pas encore votée à l'Assemblée nationale. Le président a seulement évoqué l'hypothèse dans son discours. On sait très bien que hypothèse vaut acte pour le chef. Parce que personne n'a le courage de s'opposer au président devant lui. Les gens viennent seulement parler derrière. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Il y a à peu près, sur les 10 632 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun, il y a à peu près 1000 et poussières de conseillers municipaux dits de l'opposition. 568 pour l'UNDP, 206 pour le PCRN, 185 pour le SDF, etc., etc. J'attends que tout cela démissionne. Qu'ils laissent le RDPC dans les conseils municipaux. Point. On saura à ce moment-là qu'ils sont crédibles. Je reviens sur ce que je voulais dire parce que tu m'as un peu éloigné. Il y a un projet en cours de modifier la carte administrative du pays. Création de nouveaux départements, création de nouveaux arrondissements. À partir de ce moment, on ne peut pas faire les élections et puis après les élections, on se met à créer ces unités administratives. Parce que, selon le code électoral, pour l'élection des députés, c'est le département qui est la circonscription. Donc, chaque fois que vous créez un nouveau département, vous devez lui donner de nouveaux sièges à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que le projet de découpage, du nouveau découpage, va générer une modification de l'effectif de l'Assemblée nationale. Si on crée des nouveaux arrondissements, ces nouveaux arrondissements seront des communes. Il faudra leur donner des conseils municipaux. Si on fait l'élection maintenant en février, et qu'en mars ou en avril ou en mai, le découpage est effectif, il y a un décret qui crée ces nouvelles unités administratives, elles n'auront pas de conseils municipaux, elles n'auront pas de députés. Et on aura donc des départements sans députés, des arrondissements sans communes. Pour attendre 2031, il est donc logique que on renvoie l'élection des conseillers municipaux et des députés après le découpage,
qui risque d'être achevé d'un moment à l'autre. C'est vrai que vous dites bien qu'il risque. Oui, Voilà. oui, mais On annonce ces découpages depuis au moins 10 ans. Hein. enfin, je termine pour vraiment bien terminer. Oh là là, oh là là. Vous savez, quand j'ai été... Le fait que vous voulez terminer Oui, là, quand terminer effectivement cette fois-ci. Voilà, quand j'ai été élu la première fois, c'était en 2007. L'élection se tenait en juillet, pendant les vacances. La prorogation, des prorogations qui ont eu lieu à l'époque, ont amené l'élection à une date qui n'est pas convenable. En 2020, nous avons fait les élections en février. C'était le 9 février. Les gens sont à l'école. Vous avez des élèves qui peuvent être candidats parce que pour être candidat, il faut avoir 22 ans au moins. Vous avez des élèves qui peuvent être candidats. Elie Melobe, c'est quelle raison ça? Je suis en train de vous donner une raison. Vos raisons que les élèves peuvent être candidats? Il y a des élèves qui sont candidats. Il y a beaucoup d'élèves qui sont candidats dans les conseils municipaux. Surtout les étudiants. Bon, oui, je disais, enfin, je prends les gens qui font encore leurs études. Et nous les encourageons d'ailleurs à l'être. Très bien. Or, la période de février n'est pas adaptée à ça. Si donc, il peut arriver que le président ait le souci de ramener le calendrier électoral en juillet, ce serait une bonne chose. Parce qu'en juillet, tous les électeurs, élèves et étudiants sont donc libres. Les enseignants sont déchargés du stress des examens. Parce que nous luttons contre l'abstention. On a compris. Et l'une des raisons de l'abstention, c'est l'inadéquation du calendrier électoral avec le moment de liberté. Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre et je l'ai fait à dessein de lui passer la parole en dernière position. Lui, il est du RDPC, le docteur Alexandre Thomas Essomba. Alors, vous qui êtes du RDPC, on dira simplement que vous buvez du petit lait. Vous avez un chef qui est chef de l'État et maintenant qui est chef politique et donc qui peut manipuler ce calendrier électoral à sa guise et naturellement une guise qui vous convient, c'est ça? Loin de là, je dirais très simplement que la fonction présidentielle est éminemment politique, certes, mais ne perdons pas de vue que le chef d'État peut travailler avec une grille de lecture qui peut échapper aux citoyens lambda. Parce qu'il a des instruments d'appréciation et d'analyse que lui seul apprécie, que lui seul sait de quoi il parle, il prendra une décision en connaissance de cause. Quand je parle de grille de lecture, il peut se fonder sur des raisons sécuritaires. Et vous savez très bien que pour des raisons sécuritaires, tout passe, la sécurité des Camerounais passe avant. Ça peut être sauf simplement, comme je l'ai dit au professeur, je le redis également à vous, vos crises sécuritaires existent depuis une dizaine d'années et les élections se tiennent toujours. Pour le moment, on ne peut pas dire que... C'est quelqu'un te dira donc, comme monsieur du SDF, que c'est une raison fantaisiste. Il peut y avoir de nouvelles. Ce n'est pas une raison fantaisiste. Je pense que le chef d'État apprécie de manière rationnelle. Il a une grille de lecture, comme je l'ai dit. Ça peut être des raisons financières. Pourquoi pas? Vous savez, le Cameroun est en crise depuis une trentaine d'années. Entre-temps, docteur, les élections se tiennent toujours en crise financière. Le Cameroun sort d'une élection présidentielle assez dispendieuse en termes de coûts, assez dispendieuse en termes de crise, de tension, assez dispendieuse à tous les niveaux. Et pourquoi pas? Il faut peut-être qu'on a cassé la tirerie pour essayer d'organiser des élections. Vous savez que c'est coûteux. Aujourd'hui, je pense que le RDPC, je voulais dire l'État camerounais, a des raisons de se ressourcer financièrement, de se restructurer financièrement pour organiser une telle élection. Et le faire pour le chef de l'État, l'ami Lobé l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a sur la table du chef de l'État aussi d'autres raisons qui peuvent être le redimensionnement des administrations camerounaises, c'est-à-dire en préfecture, en région, pourquoi pas, et en commune, etc. Est-ce que ce n'est pas le prototype d'une nation, d'un pays, et qui vit un peu du jour au jour? C'est-à-dire, tout le monde parle là au conditionnel. Peut-être qu'il risquerait que, alors que nous avons notre constitution
qui dit que voilà comment ça se passe. On parle des raisons impérieuses. Justement, on définit les raisons impérieuses comme étant des raisons financières. La Constitution, qui est la loi fondamentale qui encadre toutes ces dispositions, est claire. Le chef d'État peut manœuvrer, le chef d'État peut proroger selon que l'actualité le lui impose, selon que des exigences de terrain le lui imposent. Je pense que le chef d'État est dans son rôle. Il y va d'abord pour la sécurité des Camerounais. Il y va aussi de la qualité d'une élection dans notre pays. Et je crois que le chef d'État est dans son rôle. Il n'est pas en question de le soupçonner, de vouloir confisquer ce pouvoir, de vouloir confisquer quoi que ce soit, le calendrier, quoi que ce soit. Le chef d'État est dans son rôle. Alors, pour parler comme vous, hein, docteur, est-ce que cette élection, si elle se tenait au moment dit, avant cette prorogation, vous, du RDPC, qui sortez quand même d'une élection présidentielle très essoufflée, est-ce que on ne risquait pas, ce sont vos mots, hein, risquer, est-ce qu'on ne risquait pas voir un rassemblement démocratique du peuple camerounais être battu dans bon nombre de localités à plate couture? Si c'était un match de football, le RDPC a peut-être négligé un adversaire. Durant la première manche, le RDPC a réalisé que l'adversaire est sérieux. Il s'agit de quel adversaire? Ça peut être l'opposition. Et le RDPC, qui est suffisamment solide, qui a suffisamment voté également, a revu sa stratégie durant la deuxième mi-temps, et le RDPC, in fine, est sorti victorieux de ce match. Je ne pense pas que... Et aujourd'hui, c'est très essoufflé. Hein. Pas essoufflé, mais il faut respecter l'adversaire. Vous croyez que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire? Le RDPC a eu un adversaire de taille. C'est pour cela que le RDPC a été... Voilà pourquoi le RDPC est encore toujours en train de chercher à boire un peu d'eau pour revenir sur la gauche. Quand un entraîneur sort d'un match en pareille circonstance, il y a l'autocritique. Le RDPC est en train de faire sa mue. Le RDPC est en train de de revisiter sa stratégie. Le RDPC peut constater qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Le RDPC est en train de peaufiner sa stratégie. Et je ne pense que ça n'a rien à voir. Le président de la République aura beau être un homme politique. Il est d'abord le chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Merci. Hein. Merci, docteur Alexandre Thomas Essomba, qui était également naturellement un élu du peuple. José-Marie, nous voulons absolument reprendre la parole. Je vous donne donc cette parole. Je pensais qu'il y avait un deuxième tour, tout simplement. Non, c'est pas obligé qu'il y ait un deuxième tour. Hein. Moi, j'ai 3 sujets. J'ai pris l'habitude de... Oui, comment vous avez le pouvoir? Vous décidez du nombre de tours. Je voudrais dire ici, vous n'êtes pas sérieux. Je voudrais dire ici que quand j'y parle du jeu, vous savez, le jeu n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a même la théorie des jeux en mathématiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes ici devant une école. Moi, j'ai dit aux gens, observez Paul Biya travailler. Vous, les hommes politiques, les jeunes là, il est en politique. Et il doit gagner. Il ne faut même pas vous leurrer. Il ne peut pas vous laisser gagner. Pour le gagner, il faut avoir la force. Surtout la bonne stratégie. La bonne stratégie. Si vous vous mettez à pleurnicher tout le temps. Parce que la jeune génération qui monte, parce que j'en parle, parce qu'il paraît qu'on parle beaucoup des jeunes ces derniers temps. Tout à fait. Je pose la question, quelle jeunesse? Vous croyez qu'un chef d'État comme Paul Biya, que nous connaissons depuis des décennies, qui est un homme méthodique, méticuleux, rationnel, qui aime avoir une visibilité absolue sur ce qu'il veut faire, peut laisser, moi je l'ai dit, qu'il n'y aura pas d'élection. Il ne peut pas laisser une élection au sortir d'une bataille dure comme ce que nous avons vécu. Et vous savez bien que... Ça, c'est donc une dictature qui ne dit pas son nom. Non, nous cachons derrière une démocratie. Vous savez, je vais vous dire. José-Marie, nous nous cachons derrière une démocratie avec des jolis textes, mais au fond, c'est une dictature. Non, qu'est-ce que vous appelez même la démocratie? Je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment est que le régime politique présidentiel, monsieur l'a évoqué, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un monarque. C'est un monarque. Le régime présidentiel produit un monarque. C'est un monarque. Macron est un monarque.
Normalement, en France, je dis Macron devrait... Si vous permettez, M. Lundu, puisque la France est l'une des sources d'inspiration, même s'il y a également l'originalité africaine et camerounaise. Maurice Duverger disait de ce système où le président est important, même dans le cas français, que c'est une monarchie républicaine. Voilà, c'est pas monarchie. Je vais chuter en disant que dans les conditions actuelles, normalement, Macron là, il devait démissionner. Tout simplement dans les conditions démocratiques voulues la majorité. Ce que je veux dire, c'est que le régime présidentiel, hérité de la 5e République française, qui fait de nous, notamment les pays d'Afrique francophone, les seuls à avoir un régime où on met le poste de président de la République au Sassaye, au Ndjangui, au poker. Tous les pays autour ont protégé le siège présidentiel de la masse populaire. C'est souvent des régimes présidentiels. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, Andorre, Monaco, tous. L'Angleterre. Donc, c'est un mauvais régime. Il est mauvais dans son essence et dans sa quintessence. Nous devons le changer. En ce moment-là, le président ne viendra plus nous dire que les élections sont reportées. Nous mettons en place un système qui fait que, de manière automatique, s'il y a une crise financière qui empêche que l'on fasse qu'on ait des élections, le Premier ministre qui se dégage des élections vient dire au peuple que je n'ai pas d'argent. Il ne dit pas impérieuse. Parce qu'impérieuse, bien entendu, est une nébuleuse. Crainte impérieuse signifie qu'il y a des situations très graves, des situations catastrophiques. Mais monsieur, le manque d'argent est une situation catastrophique. Je vous rappelle que j'ai un document ici où le ministre Motazé a demandé à lancer des obligations et ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il voulait, je ne sais pas combien de milliards, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont tombés. Je dis c'est une catastrophe. Attention, c'est le manque d'argent qui a fait qu'on change de système politique au Cameroun, qu'on parle de dictature vers la démocratie. C'est le manque d'argent au Cameroun qui a fait qu'on ferme des centaines de sociétés. C'est le manque d'argent qui a mis plein de Camerounais dans la rue, qui a créé la nouvelle société où les parents ont perdu leur autorité au profit des enfants et des femmes, etc. Je veux dire que c'est une situation impérieuse que de ne pas avoir de l'argent dans un pays. Elie Lobé qui veut aussi absolument reprendre la parole. Elie Lobé, la prorogation est déjà actée. Je pense qu'on doit évoluer. Je voudrais appeler tous mes frères qui luttent contre ce régime à être d'accord avec la prorogation et leur rendre service. Vous l'avez dit, hein? Voilà. Premièrement, l'élection du 12 octobre a coûté à peu près 30 milliards. 30 milliards. À peu près. Parce que si vous vous en référez au rapport d'Elections Cameroun pour l'élection de 2018, c'était 26 milliards, si je ne me trompe pas. Avec l'augmentation des coûts, etc. Attends, c'était pour faire quoi? C'est pour financer l'élection. 30 milliards. Oui. C'est pas grand-chose. C'est pour financer l'élection. Joseph Marie, vous êtes sérieux? C'est pas grand-chose. Tu as évoqué quelque chose. C'est pas grand-chose. Que nous ne prenons pas beaucoup en considération. S'il y a 20 candidats, il y a 20 types de bulletins. Bien sûr. Ce n'est que pour ça. Donc la prolifération des candidatures là impacte sur le coût de l'élection. Absolument. On ne prend pas ça au C'est sérieux. le même régime qui refuse justement le bulletin unique. Oui, et qui ferait en sorte que... Attendez. Tu as raison, il a raison. Il ferait en sorte que nous n'arrivions plus à 30 milliards. Il a raison. Vous voyez donc on n'a pas de problème d'argent. Non. Je vous l'ai déjà compris. C'était parfaitement compris. Si nous avons le fait d'argent, comment on refuse de prendre la voie, on va dépenser moins. Je suis d'accord. Tu dis, on peut réaliser déjà des économies sur le bulletin nombre unique de bulletins. Oui. Si on fait un bulletin unique, d'abord on va dépenser moins d'argent et il y aura plus de transparence. on va, oui. Ce n'est pas Mais là, nous refusons. Cette lutte-là, nous la menons depuis 90. On n'a pas été compris. Donc, maintenant, je dis simplement que l'élection nous coûte 30 milliards. 30 milliards. Bulletin unique ou sans bulletin unique, elle nous coûte 30 C'est milliards. que ça a coûté. On vient de dépenser ça en octobre. Immédiatement, nous sommes entrés aux élections régionales.
elles ne coûtent pas 30 milliards, mais elles vont coûter une dizaine de milliards. Puis, on sort de là, on va entrer en février à une élection municipale, un double scrutin, qui coûte autant. Donc l'argument financier est un argument important. Le trésor public a besoin de respirer pour pouvoir aller aux élections qui suivent. C'est un argument que nous ne devons pas éluder. Quel que soit celui qui sera au pouvoir demain, ça sera la même chose. Il aura ces mêmes contraintes. Alors, Dieu donné chi, il y a Limbi Lobe qui semblait coincer, votre chairman, tout à l'heure. Il disait que, mais pour être véritablement en phase avec ses positions, avec ses critiques, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, un, vous ne refusez pas de voter, et deux, pourquoi vous ne démissionnez pas? Alors, Joshua, il démissionne dans quelques jours à l'Assemblée? La première des choses qu'il faut souligner est que le SDF a engagé des boycotts politiques dans son entièreté. En 1992, on n'est pas allé au législatif. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, je viens. Il propose un boycott parlementaire, c'est-à-dire au sein du Parlement. On dit qu'on n'est pas d'accord. Il n'a pas le monopole de stratégie. Lui, il voit seulement les gains financiers. Nous, on voit notre stratégie. On décide que, nous, on dit quand même qu'on n'est pas d'accord. Mais vous mangez l'argent. On dit que, s'il vous plaît, c'est pas question de manger l'argent. C'est l'argent des Camerounais, c'est pas l'argent de Paul Biya. Bon, quand on gaspille ça, vous êtes d'accord. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais on dit aussi qu'on ne quitte pas. Ah, d'accord. S'il vous plaît. On dit aussi qu'on ne quitte pas. Oui, on mange. Pour plusieurs raisons. On mange comme toi aussi tu manges. Tu critiques le président Paul Biya, tu critiques même le Cameroun. Il faut sortir du Cameroun, compatriote et Limbi. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Bon, ok, sortons alors tous. Non, je ne suis pas dans votre logique. Mais vous critiquez et vous restez là pourquoi? Vous me demandez de quitter mon pays. Moi, je n'ai pas un autre pays. Laissez-moi évoluer. Laissez Dieu de suite terminer. Allons-y. Mais si vous avez des arguments comme ça, c'est que ça va vous vous êtes vanté du fait que vous êtes quitté du conseil municipal. Oui, je suis le seul. C'est bien. C'est une bonne stratégie pour vous. Non, ce n'est pas pour moi, c'est une cohérence politique. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec le cadet. Le cadet. Il y a un ping-pong entre moi et vous. À M. Chi dans le bout de sa pensée. C'est à vous d'évaluer. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous êtes quitté du conseil municipal à l'époque, parce que vous, tout ce que vous voyez, c'est l'argent. Parce que vous avez refusé de manger les indemnités de session. Oui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est à vous d'évaluer, c'est votre propre stratégie. Nous, on n'achète pas la vôtre. On a notre stratégie. On dit qu'on n'est pas d'accord. Deuxième chose, il ne faut pas que vous dites des contre-vérités aux Camerounais. Ce qui se passe quand ça concerne la prorogation du mandat, ce n'est pas le vote à l'Assemblée nationale comme à la plénière. Pour les conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. Et le bureau du Sénat, ça revient aux faits majoritaires que je vous ai dit. Ceux qui représentent l'opposition parlementaire aujourd'hui sont de la minorité. Quand le bureau du Sénat est consulté, ça passe comme une lettre à la poste. C'est clair. Le Conseil constitutionnel est consulté, ça passe. Au niveau de l'Assemblée nationale, pour le cas des députés, ça passe, vu la configuration du bureau. Ce n'est pas un vote à la plénière. Et nous, au SDF, on n'a pas soutenu une prorogation. Ce que tu dis est archi faux. On ne l'a pas fait. Archi faux. Alors, c'est une loi. C'est une loi. C'est écrit ici noir sur blanc et c'est écrit sur la Constitution. Par une loi. Et tu dis qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale seulement par le bureau de l'Assemblée. Je dis bien, s'il vous plaît. Je dis bien. Oui, explique. Pour le cas des conseillers municipaux. Moi, je te parle d'abord des députés. Alors, je viens. Pour le cas des conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. Pour le cas de députés à l'Assemblée nationale, ça vient à l'Assemblée nationale. Ça passe d'abord par le bureau. Vous le savez si bien. Mais quelle est la configuration de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça a à voir avec le vote des conseillers? Laissez-moi évoluer. Qui doit voter? Nous n'avons pas soutenu ce projet. Mais vous avez pas encore siégé. S'il vous plaît, vous avez la preuve que l'honorable Joshua, aussi président national du SDF,
avez voté cette prorogation. La Vous avez passé la première prorogation, oui, celle qui est passée. Vous avez la preuve qu'on a voté? Mais vous avez voté, non? Non. Vous avez voté, non? Vous avez voté, non? Critiqué. Non, attends, je demande si vous avez voté, non. Vous n'êtes pas au courant parce que... Mais vous votez non et vous ne dites pas au peuple que nous on a voté non. Monsieur Limbe, vous n'avez pas la parole. Vous consommez mon temps. Mais vous avez voté une question qui est d'ailleurs un Nous n'avons pas... C'est comme si vous avez un problème personnel avec le SDF depuis que vous êtes parti. Nous n'avons pas voté cette loi. Nous avons plutôt sorti une position claire pour contester la prorogation signée par le président national. Vous n'êtes pas au courant parce que, à cause de vos problèmes avec je vous demande si vous avez voté ou si vous n'avez pas voté. Je dis qu'est-ce que vous avez voté au Parlement? On ne l'a pas voté. J'ai dit qu'on va voter. On ne l'a pas voté et on a sorti une position claire contre cette prorogation. Oui. Je crois que ce débat doit s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. C'est pas vous qui vous avez donc voté contre. Vous avez voté contre. Et les effets de ce vote-là, vous les recevez. Restez tranquille, monsieur Limbe. Oui, vous n'avez pas la monopole de stratégie. Je vais Mais passer c'est pas une stratégie. Il ne s'agit pas du il s'agit de la cohérence. Une nourriture est mauvaise, mais tu l'as pas. Monsieur Limbe, on vous a compris. On va passer à la parole pour Nous avons choisi l'option d'y rester. Oui, c'est de continuer à manger la mauvaise nourriture. C'est votre stratégie, on a compris. C'est la raison. Dans la stratégie. C'est pour ça que vous avez eu 1% mal élection présidentielle. Tout ce qui vous concerne, c'est la nourriture. C'est aussi la raison pour laquelle c'est la nourriture qui détermine vos comportements. C'est la nourriture avec vous. C'est la nourriture qui détermine vos comportements. Vous êtes venu ici pour le SDF? Mais je sais mon collègue. Le SDF est un ancien mon collègue. Monsieur il est mauvais. Monsieur calmons-nous. Vous voulez faire le bruit sur le bateau, vous êtes énormément de bruit en disant des bêtises. Monsieur Limbe, nous nous calmons. Je reprends la parole. Monsieur Limbe, nous nous calmons. Nous sommes là pour un débat. Monsieur Limbe, et l'argent de la prorogation, on vous a compris. Nous avons compris. Nous allons passer la parole au professeur si je ne suis pas d'accord, je sors de l'Assemblée. Voilà. Si je ne suis pas d'accord, je quitte le mandat. On vous a compris, vous l'avez dit. Quand vous parlez, je vous ai pas interrompu. Votre problème c'est quoi? Mais moi je vous ai de la civilité pour m'entendre. Mais je vous laisse même être civilisé pour dire des bêtises.